Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous donc, pour ce premier webinaire d'une série, hein. Vous avez reçu les invitations à ces différents webinaires. Ce premier, bien sûr, porte sur le pacte en faveur de l'AE, en faveur de l'AE, sa mise en œuvre, en particulier au niveau régional. On pourrait dire, voilà, on y est, c'est quelque chose que l'on a attendu, c'est quelque chose que l'on a salué comme une avancée véritablement historique, et je le redirai encore en introduction de ce webinaire. C'est véritablement historique depuis 1950, depuis les années 60, les romans de romans. La haie était considérée comme une gêne, comme la chose à abattre, si je puis dire, au sens propre d'ailleurs, et à arracher. Et aujourd'hui, donc, nous avons la responsabilité collective, j'insiste là-dessus, donc de mettre en œuvre ce pacte pour la haie que nous avons demandé. Donc, je vous rappelle, la fac agroforesterie, au début de l'année, avait lancé un appel de la haie, et que l'appel de la haie, donc concrètement, c'était de dire qu'il fallait vraiment mettre la haie au cœur de la planification écologique, évidemment en agriculture, pour l'agriculture, hein, pour les exploitations agricoles, pour la performance des exploitations agricoles, ce que nous avions engagé à travers un programme de recherche, je rappelle, qui s'appelait RESPECT, hein, Résilience et Performance des exploitations agricoles, et mettre la haie au cœur de la planification écologique avec trois grandes lignes directrices. La première, et c'est des choses que l'on avait discutées avec les agriculteurs, avec leurs organisations professionnelles, avec les chambres également. La première, c'est donc valoriser les haies, parce que si elles n'ont pas d'intérêt, si elles n'ont pas d'intérêt économique, si elles n'ont pas d'intérêt pour les exploitations et pour les agriculteurs même, on peut comprendre qu'ils ne soient pas mobilisés pour les protéger, pour les développer. Valoriser à travers différentes mesures, notamment la gestion certifiée, à travers la rémunération, et cette rémunération passe par des filières durables, évidemment, dont le bois énergie, mais pas que. La deuxième mesure, donc, c'est protéger. Il s'agit pour nous vraiment d'arrêter de voir disparaître des haies, viser donc le zéro disparition de haies. Ça passe forcément par la réglementation, mais ce n'était pas notre premier point. Ça passe par la réglementation parce que il en faut, mais c'est pas notre. On pense que ça doit être juste le garde-fou. Ça passe par un suivi, par une meilleure connaissance. Ça passe par la transmission. Et puis ensuite, la troisième dimension, c'est reconstituer, bien sûr, et il y a toujours besoin de plantation, même si on ne l'a pas mis, là encore, dans nos mesures phares. La plantation, on en fait depuis 30 ou 40 ans, hein. Les structures adhérentes de la fac sont des structures qui se sont constituées sur les programmes de plantation, mais on peut aussi faire de la régénération naturelle. Et puis pour faire de la plantation, il faut produire des plants, et il faut produire des plants de qualité avec une génétique très large, notamment à s'appuyer sur la marque végétale locale que nous avons développée. Donc cet appel de la haie, il a été soutenu par un grand nombre d'organismes, et puis il a été soutenu également par des régions. Vous les voyez là, les 6 régions qui ont soutenu donc l'appel de la haie. Je les cite quand même, c'est important: la Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Grand Est et Centre-Val de Loire. Alors, je ne doute pas que d'autres régions se joindront à nous. Ça, c'était au début de l'année, hein. Donc, cet appel de la haie, c'était vraiment notre volonté de dire c'est le moment. C'est le moment, et ce moment, cet appel, il a été entendu. Il a été entendu par les ministères, par le ministère de l'Agriculture et par le ministère de l'Écologie, ensemble. Et puis, dans le cadre de la planification écologique, dans ce cadre interministériel à horizon 2030, avec donc, pour ce qui me concerne, la dimension agricole principalement. Le 22 mai 2023, donc effectivement, le Conseil national de la transition écologique a fixé pour la haie des objectifs clairs à horizon 2030, qui reprennent en grande partie les trajectoires et les chiffres que nous avions établis. Et surtout, l'ambition, c'était de stopper. Alors, là, on ne l'a pas repris dans le diaporama, je ne crois pas, mais
Vous avez bien sûr tous entendu ou lu ce chiffre donc, qui a fait un peu l'effet d'une bombe de l'accélération de la disparition des haies, contrairement à ce qu'on pouvait penser. On pouvait penser que c'était quelque chose qui était du passé, de l'époque lointaine des remembrements. Or non, c'est quelque chose qui avait même tendance à s'accélérer, en particulier avec l'agrandissement des exploitations, et puis ce manque de reconnaissance de l'intérêt économique des haies pour les exploitations. Donc l'ambition de stopper cette dynamique d'arrachage et surtout, parce que ce n'est pas l'arrachage qui est forcément le plus responsable, mais c'est le mauvais entretien, cette dynamique de la dégradation par un entretien dégradant, par des pratiques dégradantes des haies, en fait, qui conduisent à avoir des haies j'utiliserai le terme papier-cigarette, enfin des haies auxquelles on ne laisse pas de place dans la parcelle et qui finissent par disparaître de leur belle mort. Et puis surtout, donc le dernier point, cette volonté de véritablement créer une filière économique et de valorisation de la haie. Donc le pacte en faveur de la haie a été lancé donc, par les deux ministres de l'Agriculture et de l'Écologie, la secrétaire d'État à l'écologie, à l'époque Bérangère Couillard, aujourd'hui Sarah El Haïry, qui donc ont lancé donc en mai cette concertation. Il y a eu trois réunions thématiques. Une première réunion sur la thématique des connaissances et savoirs. Une autre donc sur la question des filières locales. Je vais bien insister en préambule sur cette question, l'importance sur le plan économique des filières. Et puis un troisième sur la question de la durabilité, donc de la gestion en particulier des haies. Et puis donc ce pacte a été annoncé le 29 septembre en présence donc des deux ministres, en présence du président des chambres d'agriculture, du président de la région Bretagne, puisque nous étions en Bretagne sur l'exploitation de notre vice-président, vice-président de la FAC, Gaëtan Le Seyec. Et donc ce pacte a été annoncé avec une enveloppe de 110 millions d'euros. C'est ça aussi qui est historique. C'est à la fois le fait que l'on ait effectivement cette feuille de route pour redonner une place aux haies dans le paysage agricole et rural français, mais c'est également une enveloppe, puisque nous avions connu donc une enveloppe de 45 millions d'euros sur 2 ans dans le cadre du plan de relance. Nous étions un peu inquiets, enfin nous avions alerté les ministères sur l'importance de ne pas arrêter cette dynamique qui avait montré son efficacité, son intérêt. Nous avions également signalé qu'il fallait la faire évoluer, qu'il ne fallait pas rester sur la question de la plantation, parce que l'enjeu n'est pas forcément uniquement à replanter, l'enjeu est vraiment à conserver, mieux gérer, protéger ce que l'on a qui était existant. Voilà, et donc c'est cette annonce qui s'est faite donc en Bretagne le 29 septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte? Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont lu le contenu du pacte. Donc, j'en rappellerai les grandes lignes. Donc, ce qui est important, donc, c'est ce que je viens de dire, c'est que ça ne couvre pas uniquement la plantation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent de ce que l'on avait eu lors du plan de relance. Alors, lors de la préparation du plan de relance, nous avions déjà dit qu'il était important de ne pas faire que la plantation. Ça n'avait pas été totalement entendu à l'époque. En fait, voilà, il y a une progression dans le dialogue que nous avons pu avoir avec les ministères, en particulier avec le ministère de l'Agriculture. Là, on arrive à vraiment une meilleure compréhension, une meilleure prise en compte de cette expérience acquise par les structures adhérentes de la FAC agroforesterie depuis 30 ans, plus de 30 ans parfois. Et sur cette prise de conscience que c'est vraiment la gestion durable, la valorisation qui va faire évoluer les choses autant que la plantation. Et puis à côté de la plantation, donc, il y a la régénération naturelle assistée, encore, j'insiste. Et puis cette dimension donc, de feuille de route avec une échéance à relativement long terme. Enfin, ce n'est pas un long terme en ce qui concerne les arbres, bien entendu, mais c'est un long terme en matière de politique. On est relativement habitué à moins, donc à avoir un programme pluriannuel, une forme d'engagement qui n'était pas celui du plan de relance qui était limité à 2 ans, mais cette fois-ci, on part jusqu'en 2030. Voilà, et puis même on a également en tête un objectif à 2050.
Et puis, donc, cette annonce qui a été faite, cet engagement du ministre de l'Agriculture qu'il ne s'agirait pas d'un tonneau des Danaïdes où on met de l'argent public pour replanter et puis dans le même temps, on continue à dégrader, à arracher les existantes, les anciennes. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment un engagement à avoir un solde net de plus de 50 000 kilomètres de haies à l'échéance 2030. Donc, si on devait en arracher, alors on en arrachera toujours un peu. Et les agriculteurs nous ont demandé d'avoir une certaine forme de souplesse. On n'est absolument pas contre cette forme de souplesse, mais il ne faut pas que ça soit la règle. Et il ne faut vraiment pas que ce soit le panier percé où on met de l'argent d'un côté et puis en fait il fuit de l'autre. Non, il peut y avoir une forme de souplesse. C'est vrai qu'il peut y avoir des besoins, mais il faut absolument arrêter cette tendance surtout dans le cadre de l'extension, enfin de l'agrandissement des exploitations, à arracher les haies qui gênent, quoi. Donc, avec une replantation de 50 000 km, mais j'insiste, c'est un solde net de 50 000 km qui est attendu. Et puis, donc, une valorisation économique avec des nouvelles filières qui sont en partie en place dans certaines régions, mais pas partout, loin de là. Donc, en particulier la filière biomasse, avec de la vente à l'extérieur, de l'autoconsommation, aussi de l'utilisation, donc, par exemple, pour du paillage, ou même de l'utilisation pour l'alimentation du bétail dans les conditions climatiques qu'on connaît, hein, l'alimentation à base de fourrage provenant des haies. Et puis, évidemment, tous les services écosystémiques qui ont déjà été valorisés dans le cadre des PSE, hein, des paiements pour services environnementaux. Je l'ai déjà dit, le pacte repose sur une enveloppe financière, il faut le souligner, importante, donc 110 millions par an sur 3 ans, avec a priori un engagement pour qu'elle soit prolongée plus loin. Mais c'est déjà considérable, c'est une lourde responsabilité que nous avons tous ensemble, parce que donc, effectivement, si cet argent n'était pas bien employé, pas bien employé, et c'est un enjeu, enfin, c'est vraiment un défi presque, hein, compte tenu des conditions que l'on connaît, eh bien, effectivement, on aurait beau jeu de dire que les ministères ont essayé, puis ça n'a pas marché. Donc, la responsabilité, elle est la nôtre aujourd'hui, tous ensemble. Et puis, nous pensons qu'il faut vraiment, et nous nous appuyons sur des expériences, notamment celle de la région Bresse-Bocage, pardon, de la région Bretagne, qui a conduit un programme qui s'appelle Bresse-Bocage et qui en a fait l'évaluation. Et nous pensons donc avec cette région que l'évaluation est vraiment importante parce que cette région s'est rendue compte que un tiers des haies qui avaient été financées ne sont plus aujourd'hui existantes sur le terrain. Donc ça, c'est un réel problème. Donc il s'agit de savoir effectivement que ce que l'on a mis en place va servir, va être suivi dans le temps. Donc la gestion, ça concerne aussi les plantations d'ailleurs. Voilà, bon, je vais passer la parole effectivement à Catherine pour maintenant les aspects concernant la mise en œuvre opérationnelle du pacte. Bon, peut-être dire juste avant de lui donner la parole ce à quoi nous tenons vraiment. Nous pensons vraiment qu'il faut savoir de quoi on parle quand il s'agit de haies, parce qu'on parle souvent de linéaires. On a tendance à afficher des linéaires de haies, des kilomètres, et puis finalement, on va se battre sur et il y a tel linéaire, enfin, on en a perdu tant, on en a tant, etc. En fait, l'enjeu, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que c'est qu'une haie, mais nous avons un objectif de qualité. Une haie, ça peut pas être ce fameux papier à cigarette là qui fait 50 cm de large alors qu'on les a plantés il y a 20 ans. Et puis on passe tellement les outils mécaniques, les épareuses, voire même les lamiers qui sont pas de meilleurs outils pour les réduire à peau de chagrin, pour éviter qu'elles prennent de la place dans la parcelle, que en fait elles n'ont quasiment aucune chance de rendre des services, aucune existence véritable. Donc, en admettant qu'on les reconnaît sur les relevés donc satellitaires et photariennes, bon, en fait, elles n'ont pas d'efficacité ni sur le plan de la biodiversité, biodiversité générale, biodiversité fonctionnelle pour l'exploitation agricole, sur le plan la façon dont elles retiennent les eaux, elles participent à l'infiltration des eaux dans les sols, la façon dont elles retiennent les sols, elles luttent contre l'érosion, etc.
si on veut tous ces services, il faut qu'on ait des haies qui aient une certaine largeur, qui aient une certaine hauteur, qui aient un bon état écologique, qui ne soient pas en permanence stressés par des interventions qui n'ont de nom que entretien. Mais nous souhaitons vraiment passer de l'idée de l'entretien à l'idée de la gestion. C'est une gestion qui est plutôt à échéance pluriannuelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on va défendre dans le cadre de ce pacte, donc avec des plans de gestion durable. Voilà, merci. Merci Philippe. Donc, nous allons vous présenter les informations qu'on a aujourd'hui sur la mise en œuvre du pacte, mais surtout ce que nous, on souhaite défendre maintenant dans cette mise en œuvre et tous ces enjeux qui vont se passer au niveau de la régionalisation de ce pacte. Donc, alors, l'état d'avancement aujourd'hui connu, qui a été rappelé hier par le ministère durant la journée du RMT. Donc, l'objectif, c'est qu'à court terme, fin 2023, il y ait une déclinaison du pacte en un plan d'action. Donc, ça sera un plan d'action qui restera simplifié. On ne va pas avoir, ce n'est pas les mesures, ce sont les grandes actions imaginées pour illustrer donc, le pacte. Donc, pour pouvoir aboutir à une signature des parties prenantes qui ont été mobilisées lors du lancement, donc d'ici la fin de l'année. Et ça veut dire aussi se coordonner donc avec les programmes régionaux qui s'appuient sur le PSN, c'est-à-dire se coordonner de la part de l'État, donc pour que on trouve bien un adossement des programmes. Mais l'objectif de l'État, c'est vraiment d'être opérationnel dès 2024. Donc, ça veut dire un lancement des premières mesures en 2024. Donc, ça va arriver très, très vite parce qu'ils veulent avoir des éléments de dépenses dès 2024 pour information, donc dans la loi de finances. Donc, il y a bien 110 millions d'engagement qui est pris et avec une dépense de 49 millions. Ce qui nous a été redit, c'est que il était très important de dépenser les millions et de faire preuve de réalisation pour pouvoir avoir une suite. Donc, 2024 verra aussi la question de l'harmonisation législative. C'est un des volets importants du pacte. Et donc, les mesures qui vont être lancées seront autour des soutiens financiers à la plantation, à la gestion, à la structuration des filières. C'est les trois grands volets des moyens qui vont être déployés. Et puis, il y a un objectif aussi d'engager l'Observatoire dès 2024 en parallèle des actions mises en œuvre pour pouvoir suivre et évaluer la politique du pacte. Et donc, courant 2024 restera à suivre, bien sûr, et à mettre en œuvre les actions. Donc, un lourd travail s'annonce devant nous et aussi de mettre en place le comité de pilotage qui va suivre le pacte au cours du temps. Donc, je rappelle dans cette diapositive la structuration du pacte. Donc, il y a 6 axes et 25 programmes, actions, donc qu'on peut répartir en 2 grands volets. Celles qui vont être de dimension nationale, qui vont être de débat national pour pouvoir les mettre en œuvre, et puis celles qui sont de niveau régional et de mise en œuvre à une échelle décentralisée. Donc, on va les voir une par une. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Donc, sachant qu'il y a un bloc d'action, hein, l'axe 3, qui est entre les deux, puisqu'il y a des éléments de cadrage qui doivent être fixés à l'échelle et de politique qui doivent être fichés à l'échelle nationale pour avoir une mise en place à l'échelle régionale. Donc, axe par axe, donc, tout le volet connaissance et planification des haies. Donc là, on a 2 grandes actions, la recherche et le volet observatoire, donc avec la vision de poursuivre les travaux de recherche, mieux capitaliser les ressources disponibles, et au niveau de l'observatoire, de mettre en place une couche de référence standardisée avec une couche dynamique de connaissance des actions mises en place. Donc nous, c'est ce qu'on va défendre vraiment. C'est le besoin de mettre en place ce que nous, on a appelé la GOE, c'est-à-dire une plateforme d'échange des données métiers qui sont portées par différents acteurs pour pouvoir mettre en place, suivre et évaluer le pacte, que ce soit au niveau national et régional. Donc, effectivement, il nous faut une couche cartographique des haies mise à jour, de qualité, avec un T0, avec une définition unique de la haie, sur lequel d'ailleurs on doit se mettre d'accord, comme l'a dit notre président en introduction. Mais pour nous, la priorité, c'est de mettre très vite en place cette plateforme, avant même que les actions commencent.
Pour pouvoir réaliser tout ce travail autour de l'Observatoire, c'est de mettre en place une gouvernance avec les parties prenantes, parce que c'est un travail qui doit prendre en compte les besoins des acteurs et pas uniquement les besoins politiques. Alors, j'ai sauté des pages, excusez-moi. Donc après, il va y avoir toute la question de la richesse écologique des haies au niveau de l'axe 2, donc avec donc tout ce qui va concerner la filière graines et plants et donc le déploiement de labels donc, autour de la haie. Donc, sachant que sur le volet graines et plants, eh bien, c'est 110 millions d'euros pour une grande partie de ces financements vont aller vers la plantation. Donc, il y a un enjeu très important de production de graines et plants de qualité pour répondre aux enjeux de plantation qui vont être déployés. Concernant les labels, ce qui est inscrit dans le pacte et sur lequel la fac a dit qu'elle n'était pas forcément complètement en phase, même si, vraiment, comme l'a dit notre président, on considère ce pacte comme quelque chose d'une grande nouveauté et historique. Sur cet axe 7, on ne partage pas complètement les propositions. Donc, ça va être un des points qu'on va défendre fortement. Donc, sur ces deux actions, le premier, la filière végétale locale. Donc, on va défendre l'enjeu d'avoir un taux minimum de plan végétal local dans les dispositifs publics de plantation, dans les mesures l'appel à projet, et pour avoir la garantie d'avoir du plan d'origine sauvage pour pouvoir permettre d'avoir des haies résilientes demain au changement climatique. Et il va falloir aussi, donc on l'a dit, accroître le volume de plants. Donc nous, on soutient la mise en place de mesures financières pour aider et sécuriser la production de plants dans les pépinières. Donc jusqu'à présent, dans le programme du plan de relance, on avait une aide que sur les pépinières qui produisaient plus de 100 000 plants. Mais on a de nombreuses pépinières qui produisent moins que ce volume-là qu'il faut aider, surtout que ce sont des pépinières qui produisent du plan végétal local. Donc nous, on va soutenir le besoin d'aider tous les types de pépinières, les petites et les grosses, pour produire plus de plants et plus de plants de qualité. Il faudra aussi aider à l'organisation de la collecte de graines, d'autant plus si on veut faire de la régénération naturelle assistée, où on aura besoin potentiellement d'utiliser de la graine pré-germée pour pouvoir permettre de mettre en place cette régénération naturelle accompagnée. Donc, sur le volet des labels, bien sûr, la FAC continuera à défendre le label A comme standard de gestion durable des haies. Donc, potentiellement, ça nous semble important qu'on définisse bien cette notion d'ambition qui est mise dans le pacte de la notion de gestion durable et qu'on n'aille pas à minima parce que sous envie d'une massification de l'action. Donc, il faut donner toutes les garanties de la tête du bon état écologique. Et nous, ce qu'on défend, c'est la reconnaissance en label public du label A. Sur les valorisations économiques, donc trois grands axes. La valorisation autour des aménités sur la biodiversité, donc on va dire tout ce qui est services écosystémiques rémunérés. La création, donc de la demande de soutenir la création de crédits carbone autour des haies. Et puis le développement de la valorisation du bois. Donc ça veut dire réfléchir sur la rémunération des services via l'éco-régime, les MAE et autres dispositifs comme les paiements pour services environnementaux. Donc, on l'a dit, développer les crédits carbone et augmenter la part de bois labellisé par la structuration de filières et le développement de commandes publiques. Donc, sur ce point-là, donc nous, on sera très attentif donc, sur la manière d'accompagner le développement des filières, puisqu'effectivement, la meilleure des solutions peut être la pire des résultats si on ne cadre pas le développement du prélèvement de la biomasse. Donc, c'est une solution pour donner une valeur économique à la haie, mais ça doit être encadré pour éviter des surexploitations. Et donc, nous, on ne veut pas que cette filière biomasse puisse s'appuyer sur des labels moins 10 ans qui permettraient de faire des prélèvements sans résultat attendu sur l'état des haies.
et donc sur le bon état écologique souhaité. Donc ça veut dire qu'il faut conditionner les aides du Fonds chaleur, donc de l'ADEME, à l'inscription d'approvisionnement de biomasse, et nous on souhaite qu'il soit soutenu labellé. Avec de la même manière, on sait que déployer ce type d'outils, ça prend du temps parce que ça s'appuie, c'est pas l'outil en lui-même qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est le changement des pratiques. Donc, il faut accompagner les agriculteurs dans le changement des pratiques, dans la formation, dans la compréhension de la gestion durable et dans la mise en œuvre technique de cette gestion. Donc, le deuxième point important, c'est d'avoir de réels services écosystémiques fournis qui permettent donc d'avoir une valorisation qui reconnaisse bien l'état écologique et bien sûr qu'on soit de nouveau pas dans un système moins disant. Donc, attention à la massification non regardante. Donc, sur le volet gestion des formations, donc, il y a la volonté d'intégrer l'agroforesterie dans les formations initiales et continues. Donc, ce que nous, l'on défend à l'échelle nationale, bien sûr, c'est la formation initiale des agriculteurs, mais c'est déjà des choses qui s'inscrivent. Donc, avec, alors, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait, dans le cadre de la loi d'orientation agricole, mais ça risque d'être pas forcément engagé comme ça, d'avoir une formation obligatoire sur l'agroforesterie dans les formations initiales des agriculteurs. Donc, on souhaite aussi développer et engager des formations initiales et continues pour développer le conseil en agroforesterie. Donc, pour information, donc on lance là, donc décembre ou ça sera plutôt janvier, une enquête d'activités et de compétences auprès du réseau pour pouvoir créer un référentiel métier qui permettra donc d'être le support de développement de ce type de formation. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il ne faudra pas oublier dans les développements de formation toutes les entreprises qui travaillent sur la gestion et la plantation, parce que si on augmente les objectifs, eh bien, il va falloir faire appel donc à plus de prestataires formés et qui auront besoin aussi de recruter. Donc, dernier axe, tout ce qui concerne la simplification normative. Donc ça veut dire tout le volet réglementaire. Donc, on parle dans le pacte de guichet unique et d'un grand chantier réglementaire pour uniformiser et harmoniser donc, les règles. Donc, dans ce qu'on défend, c'est de dire qu'on arrête de parler de déplacement, puisque une haie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déplacer comme un meuble dans une maison, mais en fait, c'est bien, quand on décide d'enlever une haie, c'est bien une destruction de haie, que cette destruction, elle doit être suffisamment encadrée. Donc, comme le demandait d'ailleurs la Commission européenne pour la BCE 8, par un régime d'autorisation qui permet d'avoir un cadre national de refus et de compensation proportionnée au niveau d'impact environnemental. Donc, cet enjeu de guichet unique nous semble très important pour pouvoir avoir une bonne connaissance des règles qui s'appliquent à la haie, qu'elle soit agricole ou non agricole. Et ça aussi, on est d'accord. Il faut que cette harmonisation, elle s'applique pas qu'aux agriculteurs, parce que les collectivités, et en particulier les collectivités qui entretiennent les bords de route, ou aussi les gestionnaires d'infrastructures, de grosses infrastructures, sont aussi des gens qui impactent les haies. Donc, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Cette question de période de taille, il nous semble nécessaire à être conservée, et en particulier pour les entretiens d'emprise. Mais il nous semble très important de bien réfléchir à des possibilités d'ouverture dans certaines situations pour des coupes spécifiques, comme particulier l'enfourragement en fin d'été, qui va devenir de plus en plus essentiel dans les sécheresses qu'on nous rencontre. On souhaite aussi que dans le cadre de la BCE 8, on puisse protéger toutes les formes d'arbres et en particulier l'alignement d'arbres. C'est quelque chose qu'on défend depuis 2015 et donc on est toujours aligné sur c'est le cas de le dire, sur cet objectif. Voilà. Et que ces dérogations, il nous semble très important d'être accompagnées par des techniciens pour pouvoir le mieux conseiller les agriculteurs et surtout avoir la garantie d'un suivi des compensations qui pourraient être mises en place. Donc, le dernier point, c'est ce qui concerne la gouvernance, donc avec la comité de pilotage pour pouvoir suivre les engagements et le plan d'action. En réunissant, en engageant les parties prenantes. Donc, nous, on sera très regardant sur la réponse qui va être donnée aux objectifs fixés dans la planification écologique. C'est l'objectif qu'on soit se donner. Le plan d'action et les mesures doivent répondre à ces trajectoires.
On souhaite vraiment que ce pilotage il puisse se faire en impliquant les parties prenantes, que ça n'a été le cas depuis le lancement au mois de mai. Et ça nous semble très important, ça va être la dernière partie de notre présentation, de bien impliquer les régions qui ont envie de s'investir dans des programmes en cofinançant l'atteinte de ces objectifs, parce que de toute façon, c'est ce qu'on avait vu dans nos trajectoires estimées pour répondre aux enjeux de la planification écologique. Les financements du plan de relance, du pacte pour la haie qui semble très important, 110 millions d'euros, c'est historique, on n'a jamais vu ça à l'échelle de l'État, mais c'est quand même insuffisant si on veut remplir les objectifs de la planification. On avait vu qu'il fallait doubler cette enveloppe, on avait estimé à 250 millions. Donc sans d'autres financements qui pourront se débloquer au niveau régional, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et puis, bien sûr, il faut se doter d'indicateurs mesurables, et ça rejoint la GOE que l'on demande de mettre en place le plus vite possible pour pouvoir évaluer les résultats. Donc, je vais laisser la parole à Paul. Je vais lui laisser le partage, ce sera plus facile pour elle. Donc effectivement, du coup, la partie mise en œuvre régionale du pacte en faveur des haies se traduirait par le lancement d'un appel à projet implantation et gestion durable dès 2024. Donc un appel à projet qui reposerait sur 2 axes de financement. L'axe investissement pour la plantation et la gestion durable, et l'axe 2, accompagnement et animation, toujours sur gestion durable et plantation. Avec du coup un enjeu d'avoir un programme pluriannuel. Alors on dit probablement un programme pluriannuel parce qu'on n'a pas encore les éléments définitifs. Donc là, il y a beaucoup de probablement et d'envisager, vous verrez. Mais c'est ce qui se profile, puisqu'on a quand même des engagements de crédit des 110 millions qui sont programmés sur 3 ans, 110 millions par an sur 3 ans, même si le PLF n'a pour le moment voté que 2024, c'est normal. Mais voilà, il y a vraiment cette vision au moins sur 3 années et des ambitions projetées aussi jusqu'à 2030 dans les objectifs à atteindre, qu'a cité Philippe en introduction. Donc, on est vraiment sur une ambition d'une programmation de long terme qui se distingue du coup du plan de relance qui était que sur 2 ans. Et donc, pour la déclinaison en région et le portage de ces appels à projets, il y a 2 cas de figure qui s'envisagent. Le premier, c'est l'État qui construit un dispositif unique instruit par les DRAF, donc porté par les DRAF en région. Donc là, on est vraiment sur le modèle type plan de relance. Donc là, l'État s'appuiera sur les bilans des régions pour définir les enveloppes budgétaires entre les différentes régions. Et puis, un deuxième axe qui serait du coup un pacte adossé, des crédits État adossés à des programmes régionaux existants qui portent sur la haie et qui seraient du coup portés par les régions motrices, avec la présentation aussi de trajectoires qui définissent et répondent aux objectifs du pacte. Donc là, c'est une alliance, un abondement des crédits dans les enveloppes existantes des programmes qui portent aujourd'hui sur la haie. Et donc, par rapport à ces éléments qui se profilent, voilà ce que l'on défend. Donc, nous, on avait fait un premier chiffrage, vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait fait un webinaire sur le chiffrage du pacte en faveur des haies à horizon 2030. On a budgétisé 250 millions d'euros par an en moyenne pour ce plan national, pour arriver aux objectifs qui sont fixés tant par les ministères que la planification écologique, avec 50% de crédit État. Donc, clairement, les 110 millions d'euros qui est quasiment l'enveloppe qu'on avait estimée pour atteindre les objectifs sont certes, du coup, une bonne enveloppe côté crédit État, mais pas suffisant pour, du coup, avoir l'ensemble des objectifs atteints. Il faut qu'elle soit doublée, et ce par des crédits en région. Donc, c'est indispensable pour qu'on atteigne les objectifs fixés. Vous allez voir sur un exemple de modélisation d'une trajectoire en région. Et puis aussi, on a également travaillé sur la répartition et l'équilibre budgétaire entre les axes relevant de la gestion durable et les axes relevant de la plantation ainsi que les filières amont-aval.
Et cet équilibre budgétaire, il est extrêmement important pour que là aussi, on puisse atteindre les objectifs en termes de restauration des haies et de plantation. Comme l'expliquait Philippe, pour ne pas retomber dans l'échec des tonneaux des Danaïdes, il faut absolument que l'on puisse mettre les moyens aussi sur la gestion. Donc, c'est bien qu'on conjuguer les trois leviers, donc valoriser, protéger, reconstituer, et avec une priorité donnée à la valorisation pour que tout le reste suive. Donc nous aussi, par rapport à l'expérience du plan de relance, par rapport aux expériences qui existent déjà en région, ce qui nous semble extrêmement important, c'est d'avoir des projets de stratégie régionale pluriannuels, parce que là, on peut s'inscrire dans de la pluriannualité, qui permettent de développer un vrai projet de territoire sur la haie qui va comprendre ces différents axes. Valoriser, protéger, reconstituer, et avec de la coopération territoriale entre les acteurs. Parce que là aussi, il y a des compétences qui sont situées dans différentes structures. Tout n'est pas forcément centralisé dans une même structure. Donc, c'est comment est-ce qu'on combine ces compétences autour d'agriculteurs, de collectivités qui s'engagent dans la gestion et la plantation de l'eau. Et puis, c'est conditionner ces crédits, ces dossiers de candidature qui vont répondre à l'appel à candidature, à l'utilisation d'outils fiables, assurant des résultats. On a parlé label E, PGDH, mais c'est aussi des outils de reporting communs, uniques, nationaux, comme outil de plantation, PGDH aussi, label E aussi, qui vont permettre de centraliser la donnée de terrain vers une base de données unique, donc ce système de base de données GOE, permettra vraiment de monitorer, de suivre, d'évaluer les dépenses des crédits État, région, et de vérifier plusieurs années aussi tard la solidité, la fiabilité des actions réalisées. Donc, c'est aussi définir en amont et dès à présent les trajectoires régionales pour décliner ce pacte, en faire des modélisations région par région. Et justement, arriver à montrer qu'il y a une capacité de déploiement par rapport aux techniciens, aux structures déjà présentes, les besoins qu'il faudra en plus pour les différents axes. Et là aussi, permettre de mobiliser chaque région sur ce programme pour bien combiner les crédits pour qu'on atteigne ensemble ces objectifs. Donc, on a développé un outil de modélisation. Donc, on l'avait développé pour l'échelle nationale. Et là, on a testé pour des applications en région pour définir ces trajectoires régionales. Donc, c'est un outil qui est travaillé avec aussi les membres du réseau AFA qui va encore se peaufiner. Mais on a travaillé c'est un exemple théorique pour la région Bretagne. Pas d'engagement sur la région Bretagne à ce stade. C'est uniquement une manière de réfléchir. On a toujours les trois grands axes qu'on avait pour les trajectoires nationales, donc stopper l'érosion et valoriser les haies par la gestion durable, densifier le linéaire et puis piloter, suivre et évaluer les trajectoires. Donc en région Bretagne, voilà ce que ça donnerait. Une trajectoire de restauration des haies avec à terme en 2030 viser 75 000 km de haies restaurées, donc avec une gestion durable certifiée label E. Donc ça représenterait 70% du linéaire breton qui serait du coup on aurait l'assurance d'une protection, d'une remise en état d'un bon état écologique de ces haies. Donc ça c'est très ambitieux, mais vous voyez qu'en fait c'est quand même indispensable pour qu'on stoppe l'érosion à partir de 2026. Donc, il y a encore une certaine... tout ne s'arrête pas en un instant. Il y a une certaine inertie qui fait qu'il faut attendre effectivement de voir des effets de l'inversion de la courbe à partir de 2026. Donc, ça veut dire que les plantations, c'est les petits traits verts clairs que vous voyez ici. Et ça, c'est les kilomètres de haies gérés durablement. Donc, on va beaucoup plus vite avec la gestion aussi en termes évidemment de protection. Et donc, en kilomètres de haies plantées, on serait autour de 5000 kilomètres de haies plantées en 7 ans, donc d'ici 2030 à 2030. Et donc, avec petit à petit un arrêt un arrêt de la disparition des haies, mais quand même 20 500 km de haies qui disparaîtraient d'ici 2030.
Donc, un solde net de 60 000 km de haies, donc 3 850 qui apparaissent en net. Ça fait 140 ETP techniciens qui seraient mobilisés pour accompagner la gestion durable auprès des agriculteurs. Donc là, on parle de crédit, de PGDH, du label E, animation autour d'OCG, et donc 30 500 agriculteurs accompagnés dans cette gestion durable. Comme on disait, la valorisation, c'est aussi un axe très important pour permettre d'assurer une durabilité de cette gestion durable et du coup du bon état écologique des haies. C'est l'intérêt économique que l'agriculteur en tirera aussi pour les conserver sur son exploitation agricole. Ce n'est pas l'unique voie de valorisation. D'autres territoires, d'autres régions, ce sera tout à fait autre. Mais pour cette région-là, qui est bocagère aussi et qui a aussi un contexte climatique qui permet des bonnes croissances, la filière biomasse va se développer jusqu'à participer à 9% de l'objectif national. On était à 3 millions de tonnes de matière sèche, pour 2,5 et 3 millions de tonnes de matière sèche produites par an à horizon 2030 et gérées durablement. Là, on est à 0,26, enfin 0,26 millions de tonnes de matière sèche, pardon. Donc, ça représenterait sur ces millions de tonnes de matière sèche, on est 76% de bois certifié label E. Donc là aussi, c'est des trajectoires, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est une projection qui se fait sur le long cours, avec une augmentation progressive des volumes de bois, qui là aussi dépendront aussi de la commande publique et du prix d'achat de ce bois de qualité qui remplit plein de services écosystémiques. Donc, là aussi, on aurait un certain nombre d'organisations de valorisation. Donc, il y en a déjà qui existent et puis d'autres qui pourraient aussi voir le jour pour justement mobiliser cette biomasse donc auprès de 11 000 agriculteurs. Et ça représenterait du coup 16 millions d'euros achetés aux agriculteurs. Donc là aussi, un nouvel atelier de l'exploitation agricole en tant que tel en région Bretagne. En chiffrage, en termes de financement, pour accompagner la mise en place de cette gestion durable et le développement des filières locales, développement, structuration et investissement pour cela. On serait sur 7 ans à 86 millions d'euros et par an à 12 millions d'euros. Donc, ça représente à peu près 45% des coûts. Donc, c'est assez élevé, mais l'enjeu gestion durable dans cette région est très important. Dans d'autres régions, ça sera peut-être plus l'aspect plantation parce qu'il y a un linéaire qui est beaucoup plus faible et le chiffre, le coût, la part plantation sera beaucoup plus importante. Mais là, on est à peu près à l'équilibre, vous allez voir, avec la plantation. Donc, pour densifier le linéaire en région Bretagne, il y a aussi là aussi une forte participation. On sera à 8% de l'objectif national, donc ça correspond à la part sur les 1/12e, 1/13e de région. C'est un objectif qui est tout à fait correct, c'est ambitieux. Donc 5 150 km de haies implantées. Donc on part avec 500 km de haies implantées, dont 5% en régénération naturelle, et avec un objectif que ça puisse être une manière d'implanter les haies qui augmente aussi dans les trajectoires. Jusqu'à 2030, Philippe en parlait. C'est une technique qui doit aussi faire ses preuves, mais qui offre beaucoup de potentiel tant en frais de mise en place, parce que ça coûte 3 fois moins cher, mais aussi parce qu'il y a une efficacité, une résilience climatique très intéressante. Donc là, c'est carrément visé 50% en horizon 2030. Mais avec là aussi une trajectoire qui petit à petit montre des références, des cas de référence qui fait que ça marche, prouve que ça marche. Donc, c'est 381 ETP de techniciens de blocage mobilisés sur 7 ans. Donc là aussi, un certain nombre de techniciens présents. Donc en moyenne, à la fin, on arriverait vers une centaine d'ETP financés par le programme en faveur des. Et donc, sur l'aspect pépinière, certains l'avaient mis dans le chat, on est vraiment sur un enjeu de pouvoir aussi avoir la production qui puisse suivre les trajectoires en termes de création de haies.
donc, il y a une enquête qui a été réalisée. Donc, Benjamin pourra donner quelques éléments par le chat. 11 pépinières sont présentes en région Bretagne. Donc, avec un enjeu de consolidation de leur production de plants pour une augmentation du volume de plants. Donc, là aussi, il y a des investissements à faire. Et peut-être, ça estimé, mais 2 pépinières créées. Donc, au début, donc, vous voyez, la courbe bleue, c'est le nombre de plants à produire, c'est les besoins par rapport à la trajectoire que j'ai présentée juste avant. Et la courbe verte, c'est les plants qui seraient produits par une augmentation des volumes par pépinière. Donc là, avec les aides apportées à cet investissement de consolidation des pépinières, on atteindrait 840 000 plants végétal local produits à horizon 2030. On parle bien de végétal local aussi. Pour nous, la fac, c'est un enjeu essentiel d'avoir des plants de qualité avec une origine génétique diversifiée pour répondre aux enjeux climatiques et à la biodiversité locale. Donc, derrière, c'est bien une production de plantes végétales locales qui est visée. Donc, clairement, en 2027, là, oui, on passe la barre et on arrive à répondre à la totalité et même plus derrière des besoins par rapport aux enjeux de plantation de haies. Donc là, des besoins aussi sur la densification du linéaire, donc c'est 47% des coûts, 91 millions sur 7 ans et 13 millions par an. Donc avec une répartition entre la part investissement et l'accompagnement, et puis divers plans. Donc là, on n'a pas scindé entre accompagnement et investissement, on a fait par bloc. Et pour terminer, il faudrait évaluer aussi le plan régional, mais aussi contribuer à l'évaluation du plan national. Donc, c'est bien centralisé en une même base de données avec les outils métiers. Donc, je vais faire vite parce que ça a été présenté aussi par Catherine. Mais là, on serait du coup à une participation au fonctionnement de cette base de données nationale GeoE qui serait divisée par le nombre de régions et avec les par État. Mais aussi, du coup, on met dedans l'accompagnement et le suivi régional avec une coordination régionale, ainsi que, donc là, les attaques régionales, par exemple, seraient une structure importante pour participer à cela auprès des régions de DRAF. Et puis, un temps de reporting aussi prévu par agent SIG via les outils métiers, qui a un temps administratif, mais aussi de reporting de bilan qui est hyper important. Donc là, ça représenterait du coup des coûts importants par région et en tout, donc 8%. Donc on a un équilibre entre ces 3 grands blocs. Gestion et valorisation, densification avec la plantation, la régénération naturelle, les filières végétales locales, et puis l'évaluation et la donnée. Donc, en tout, pour une région, comme la région Bretagne, estimative, on serait à 27,5 millions d'euros par an, soit 192 millions d'euros en 7 ans. Ça représente déjà 22% du budget annuel du pacte pour un 13e des régions seulement. Donc, ça montre bien le besoin de pouvoir combiner les financements, les crédits région et les crédits État pour vraiment atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc ça, voilà, ça permet, c'est un exercice qui permet de se représenter et de modéliser ces trajectoires-là pour une région et de se dire comment l'effort doit être fait à plusieurs pour atteindre ces objectifs et avoir une mobilisation complète aux différentes échelles. Voilà, j'ai terminé sur la partie modélisation et je repasse la parole du coup à Philippe pour la conclusion. Merci beaucoup. Oui, merci Paul. Bon, en fait, effectivement, ce travail de modélisation, il pointe à un élément, c'est qu'en fait, les cas de figure sont très différents selon la région. Enfin, je vois dans le chat, il y a des questions qui portent sur des différences liées à des éléments, je dirais, climatiques ou techniques, etc. Mais il y a aussi, bien évidemment, des régions qui sont beaucoup plus avancées. Là, on a pris l'exemple de la région Bretagne. Il y a des programmes qui ont plusieurs années, enfin, même dizaines d'années d'expérience, et d'autres régions qui n'ont pas cette expérience. C'est pour ça qu'on pense vraiment qu'il faut que ce travail à venir, là, que l'on doit mener assez rapidement,
se fasse en partenariat entre les acteurs de la fac, donc les structures adhérentes à notre réseau, l'État, donc à travers ces structures déconcentrées, DRAF, DDT, et puis les services des régions, et puis les collectivités locales. C'est vraiment important qu'on s'appuie sur les programmes déjà existants quand ils existent, qu'on renouvelle pas finalement le problème que l'on avait connu dans le cadre du plan de relance, où on a d'une certaine façon déstructuré quand même des programmes existants, ou en tout cas on les avait un peu ignorés. Là, vraiment, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Il y a des réunions qui sont en train d'être mises en place au niveau régional. Donc des questionnaires aussi qui ont été adressés. Il s'agit vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour travailler ensemble. Bon, on a effectivement à notre disposition une enveloppe conséquente, mais comme on le disait, nous, on avait chiffré une enveloppe encore plus importante, un peu plus de 2 fois plus importante. Est-ce qu'on avait été trop ambitieux? Je ne sais pas. On sait que l'enjeu est vraiment important. Donc, il ne faut vraiment pas que les régions pensent que, puisque l'État y va, maintenant, c'est plus la peine d'y aller. Au contraire, il faut vraiment avoir un effet démultiplicateur et que ces 110 millions qui sont mis sur la table par l'État, ce qui est effectivement considérable déjà, soient rallongés, appuyés par les régions, par les crédits régionaux. Et je voyais dans le chat une question qui porte, qui faisait un petit calcul, je dirais un peu à l'emporte-pièce sur le linéaire de plantation. Il ne s'agit pas de plantation. Vous avez bien compris que là, justement, on n'est plus dans le contexte du plan de relance et on ne fait pas de la plantation. Et puis, on avait également beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en œuvre de l'accompagnement, de l'animation, et que, en fait, on ne pouvait pas avoir un guichet où on recevrait des dossiers individuels, qu'il fallait vraiment que les structures, ce que nous appelons les opérateurs dans notre langage à nous de la fac, les structures qui sont nos adhérents en fait, puissent être des animateurs territoriaux. C'est ce que l'on fait dans le cadre de notre programme à nous, le programme du Fonds pour l'Art, des animateurs territoriaux, donc d'un ensemble de choses dont la plantation fait partie, mais elle n'est pas la seule, et qui sont prévus dans la durée et qui sont prévus avec des collectifs sur des territoires, avec des collectifs de personnes. Et là, on avance beaucoup mieux, de façon beaucoup plus efficace et en fait beaucoup plus vite. Euh, voilà, ça c'est vraiment les points essentiels. Après, bon, bah, on a beaucoup parlé aussi effectivement de la dimension gestion. Donc, bien sûr, on ne fait pas le ratio là, 110 millions divisé par le nombre de kilomètres plantés. Donc, on a obtenu, enfin, on a demandé, et je pense qu'on a eu l'assurance de la part des ministères qu'il y aurait une répartition environ 60-40 entre la plantation et la gestion, donc qui est une part relativement importante donc des crédits qui soient affectés à la gestion, qui finalement coûtent moins cher. C'est pour ça qu'on n'aura que 40%, mais enfin si c'est 50-50, ça me va aussi. Parce que vraiment, il y a cet enjeu de conserver l'existant. Il faut vraiment absolument conserver ce que l'on a. Parce que je reprends, et je l'avais dit dans une toute première réunion, déplacer des haies, c'est quand même une vue de l'esprit, quoi. Enfin, un arbre, ça prend énormément de temps à pousser. Et là, aujourd'hui, on n'a plus trop le temps. On n'a même plus du tout le temps, quoi. On voit bien à quelle vitesse en fait, nous-mêmes, tous ensemble dans les territoires, mais aussi les agriculteurs particuliers, parce qu'ils en pâtissent énormément, qu'ils soient éleveurs ou même cultivateurs. Donc, on pâtit du changement climatique. On n'a pas le temps d'attendre que nos petits arbres poussent. Il faut bien sûr en planter. Il faut surtout laisser pousser ceux et favoriser ceux qui veulent pousser tout seuls, donc la régénération naturelle assistée, etc. Mais il faut aussi vraiment conserver et régénérer, puisque c'est ça que l'on veut dire en fait à travers ces questions de gestion durable, inspirée de la gestion forestière en fait. On n'invente rien, hein, c'est de la gestion forestière qui était plus trop au goût du jour dans l'agriculture, mais c'est-à-dire qu'un arbre, enfin, il faut les recéper pour qu'ils repoussent, qu'ils se régénèrent, etc. C'est tout cela qu'on met en œuvre dans le cadre des plans de gestion et qui est labellisé. Et on pense qu'il y a besoin que ça soit labellisé, contrôlé, certifié pour qu'il y ait vraiment un vrai engagement.
dans le cadre du label M, voilà.